Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau format. Pourquoi ? Parce que je passe 20-25 minutes sur la route pour aller au bureau et je me suis dit, comme souvent je suis au téléphone avec des clients, avec des prospects, je me suis dit c'est l'occasion de temps en temps de prendre ces 20-25 minutes pour parler avec toi derrière l'écran et parler de freelancing. On verra un peu l'évolution du format. L'idée serait potentiellement d'en faire un par semaine. En tout cas, on va faire ce premier format aujourd'hui, donc n'hésite pas à nous dire en commentaire si jamais il y a des thématiques, des sujets que tu veux qu'on aborde dans ce format. Et du coup, aujourd'hui, je m'étais dit que ça pouvait être cool pour un premier épisode, de faire un épisode sur le choix de devenir freelance, puisque du coup, c'est souvent par là qu'on démarre cette prise de décision de vouloir devenir freelance. Grosso modo, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a différents drivers, on va dire, pour vouloir devenir freelance. L'un des drivers qui revient, il y en a deux qui reviennent le plus. Il y a évidemment l'aspect financier et il y a l'aspect, je dirais, liberté au sens large du terme, puisque c'est aussi de pouvoir avoir le choix et reprendre un peu le contrôle sur les missions, sur les opportunités, sur le choix de travailler plus ou moins. Enfin voilà, il y a tout cet aspect de liberté, de prise de décision qui drive aussi souvent pas mal de passages en freelance. Alors une fois qu'on a pris cette décision, qu'on sait pourquoi on le fait, forcément il y a plein de questions qu'il faut se poser, notamment comment on va mettre ça en place. Pour moi, l'un des critères qui va définir la stratégie, on va dire derrière, de comment on se lance, c'est la manière dont on quitte son job actuel ou son ancien job, tout dépend où on se positionne. Concrètement, aujourd'hui, tu vas avoir essentiellement deux grosses options. La première option, c'est la démission. Donc, c'est tu démissionnes de ta boîte pour te lancer en activité. Et donc, ça veut dire potentiellement pas de droit au chômage ou autre. Donc, forcément, ça, c'est un driver. Et l'autre option que tu vas avoir, c'est de réussir à négocier une rupture conventionnelle. Au moment où on discute là, il y a de fortes chances que le sujet de l'assurance chômage soit réformé dans les mois, années à venir. Enfin, ça se compte plus en mois, je pense. Donc, en tout cas, en l'état aujourd'hui, avoir sa rupture conventionnelle, ça ouvre 18 mois de chômage et donc une sécurité, on va dire, pour se lancer un peu plus sereinement. Dans les calculs, pour moi, sur la négociation de rupture conventionnelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument l'obtenir, quitte par exemple à faire du portage salarial. En fait, il faut pour moi bien peser le coût de l'opportunité et le gain financier que vous allez faire, dans le sens où si vous avez 25 000 euros de chômage par exemple sur les 1 an et demi à venir, mais que vous mettez 6 mois en portage, ça va vous coûter 30 000 euros de cotisation sociale, de frais de portage, etc. Du coup, pour moi, le jeu en vaut pas la chandelle et dans ce cas-là, vaut mieux se lancer tout de suite à son compte pour économiser justement ces 30 000 euros en 6 mois versus 1 an et demi pour récupérer 25 000 balles. Donc en fait, ce calcul-là, il faut le faire en fonction du montant de vos droits et en fonction de comment vous pensez lancer l'activité. Bon, le schéma classique avec la rupture conventionnelle, si vous l'avez tout de suite avec votre employeur, c'est que du coup, vous allez avoir vos droits dès J1, donc dès le démarrage, vous pouvez démarrer avec cette sécurité d'avoir une assurance chômage. Et donc là, derrière, le choix qui est important, c'est de choisir le bon statut au niveau de la société et de votre activité pour pouvoir justement cumuler le chômage et votre chiffre d'affaires, de mission, etc. Donc ça, c'est très important d'être conscient de ça. Après, si vous n'avez pas la rupture conventionnelle, donc comme je disais, bien faire le calcul entre le coût réel de ce que vous allez gagner grâce à la rupture conventionnelle et au chômage versus ce que ça vous coûterait, parce que potentiellement, comme je disais, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc pas hésiter à bien comparer par rapport à ça pour être certain que ce soit le bon calcul, parce que c'est vrai qu'on est attiré, et c'est normal, par cet argent du chômage qu'on a cotisé, etc. C'est sûr que c'est une facilité, mais maintenant, vaut mieux se lancer avec une mission et démarrer tout de suite que de absolument vouloir l'assurance chômage et donc perdre potentiellement 6 mois, 1 an avant de se lancer. Le coût de l'opportunité, comme je le disais, est trop important pour raisonner de la sorte. Donc une fois qu'on a fait ça, après, si on est obligé de démissionner, là, il y a plusieurs options. Il y a l'option de passer quelques mois en portage salarial pour éventuellement avoir une rupture conventionnelle et donc pouvoir avoir ses droits. Il y a aussi l'option de la démission reconversion. Donc ça s'anticipe énormément parce que c'est un dossier qu'il faut faire avant d'avoir démissionné, etc. Donc faut vraiment bien anticiper le truc. Mais donc ça, c'est au niveau de Pôle emploi. Il y a une entité qui s'occupe de ça. Et donc là, l'idée, c'est de présenter un projet de reconversion, donc d'entrepreneuriat, donc notamment en freelance, par exemple, et donc de monter tout
un dossier, passer en comité. Et une fois que vous avez l'accord du comité pour votre projet de reconversion et donc d'avoir vos droits au chômage à la suite de votre démission, et ben à ce moment-là, vous pourrez donc démissionner. Tant que ça c'est pas fait, il faut surtout pas poser sa dème parce que sinon vous allez être coincé pour avoir votre chômage. Alors, évidemment, il y a toujours plein de cas particuliers, d'exceptions, etc. Là, moi, ce dont je vous parle, c'est vraiment le cas général. Voilà donc l'aspect démission. Et pareil, donc en fonction de l'aspect démission, potentiellement derrière, ça va indiquer certains choix en termes de choix de structure, puisque du coup, pas de chômage, donc nécessité de se rémunérer et donc potentiellement se diriger vers peut-être une micro la première année avec l'ACRE, parce que c'est vrai qu'avec l'ACRE, potentiellement, ça reste très intéressant. Mais après, sinon, pour moi, très vite faire les calculs pour basculer potentiellement plutôt vers une société où vous allez pouvoir un peu optimiser, créer de la charge, réduire et maîtriser votre fiscalité. Enfin voilà, il y a plein d'aspects à prendre en considération par la suite. Mais en tout cas, de prime abord, c'est un peu de cette manière-là que les choses pourraient se mettre en place. Encore une fois, faire les choses, on va dire, par rapport à vos besoins, à vos critères. Souvent, on a l'habitude de voir des personnes qui vont faire le même schéma que des personnes de leur entourage parce que mon frère, mon cousin, mon voisin, mon collègue, il a fait comme ça, alors moi je fais comme ça. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui est souvent une fausse bonne idée parce que il y a trop de caractéristiques individuelles à prendre en considération. Je pense notamment à l'aspect fiscal, à l'aspect social, au contexte personnel de chacun. Aujourd'hui, si tu es marié avec des enfants, si tu es célibataire, si tu as un ou une conjointe qui génère beaucoup de revenus ou pas, si tu es propriétaire, si tu as beaucoup de charges, enfin voilà, il y a tellement de paramètres. Nous, on va jusqu'à analyser les projets à moyen long terme, c'est-à-dire tu te lances aujourd'hui, mais c'est quoi la finalité de ton activité, qu'est-ce que tu veux faire? Beaucoup veulent investir dans l'immobilier, dans des boîtes, dans la bourse. Donc en fait, plutôt tu structures par rapport à cette vision-là, plutôt tu peux agir par rapport à ça. J'ai discuté ce week-end par message avec une freelance qui voyait passer des informations sur le crédit lombard, qui est en effet un levier et un step intéressant à mettre en place quand on est entrepreneur et donc freelance pareil. Mais c'est vrai que c'est un level encore au-dessus où du coup il faut pouvoir mettre en place toutes les bonnes actions, les bons leviers pour pouvoir le faire. Donc en fait, plus tôt tu démarres par exemple ton activité, plus tôt tu montes du cash sur un compte titre, dans une holding, enfin peu importe où, et plus tôt potentiellement tu peux nantir ça pour commencer à vivre en crédit lombard et donc réduire drastiquement ton imposition ou en tout cas être beaucoup plus en maîtrise de ta fiscalité. Et ça, c'est un sujet aussi qui est hyper intéressant à développer, mais qui demande d'avoir déjà structuré pas mal de choses et qui peut peut-être s'envisager au bout de peut-être 3 à 5 ans d'activité. Mais grosso modo, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Bref, on divague un petit peu de se lancer en freelance, parce que là, on est quand même arrivé au crédit lombard. Faut pas me laisser dériver comme ça. Donc voilà, en gros, se lancer, plusieurs options. Bien toujours prendre en compte ses critères individuels et également de pouvoir donc bien choisir en fonction de comment on se lance. Pour moi, le critère numéro 1 qui doit driver les choix vraiment de manière pratico-pratique, c'est ça. C'est comment est-ce que tu quittes ton employeur? Est-ce que tu as des droits au chômage ou pas? Pour moi, le critère, c'est pas de dire je commence forcément par la micro-entreprise parce que je sais que beaucoup ont ce raisonnement-là de tout de suite démarrer par la micro. Sur les Better Call Free récemment, on a analysé la situation d'un freelance. Ça fait 1 an qu'il se lance, enfin qu'il s'est lancé. Résultat, il a une structuration qui peut être plus optimale en société versus la micro-entreprise qu'il a actuellement. Et on parle quand même de 10 000 € d'économie à l'année. Donc, il faut faire attention à ces a priori qu'on peut avoir, de se dire que la micro, c'est forcément le meilleur statut et que c'est forcément un statut qui est imbattable par d'autres statuts de société. C'est pas le cas. Moi, des cas de figure comme ça, donc là, on en a vu un récemment, mais il y en a beaucoup et on le constate avec les Better Call Free. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur ce sujet de se lancer en freelance. Évidemment, après, donc, j'ai pas parlé de tout l'aspect recherche de mission, j'ai pas parlé de tout le volet juridique, stratégie de rémunération, etc. Donc ça, typiquement, la stratégie de rémunération, c'est notamment des choses qu'on voit dans les Better Call Free pour justement, avec notre outil et notre algo, pouvoir te sortir la stratégie ou en tout cas les schémas de stratégie optimale par rapport à tes besoins, par rapport à ta fiscalité, à ta situation personnelle, etc. Regarde en dessous de la vidéo, tu auras sûrement des informations et des liens par rapport à ça. Et après, élément aussi à bien prendre en considération qui est souvent oublié, c'est la fiscalité personnelle. Typiquement,
le défaut de la micro, c'est quelque chose qui reste conditionné. Et si tu ne l'as pas, le problème de la micro, souvent, c'est que tu te fais littéralement exploser sur la fiscalité personnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent négligé, c'est la fiscalité personnelle. Parce que c'est un ensemble. Dans notre algorithme, on sort toujours le coût total de la rémunération. Le coût total de la rémunération, c'est les cotisations sociales que tu vas payer, l'imposition société que tu vas être amené à payer, donc notamment par exemple l'IS quand tu es en société à l'IS. Et évidemment, c'est aussi l'IR. Faut pas oublier l'impôt sur le revenu. C'est littéralement quelque chose qui peut flinguer ton montage en fait. Aujourd'hui, avoir un IR qui est mal dimensionné et mal optimisé, bah ça peut te flinguer ton montage. Et surtout qu'il faut pas oublier que l'IR se paye sur le revenu, mais que sur ton revenu, tu payes des cotisations sociales. Donc ça veut dire que plus tu as d'IR, plus tu dois sortir de rémunération et donc plus tu vas payer de cotisations sociales en fait. Et ça, c'est un peu le double effet qui se coule parce que du coup, tu vas payer de l'IR et donc devoir te sortir plus de rémunération pour payer cet IR et donc payer plus de cotisations sociales. Donc ça, c'est aussi un facteur à prendre en considération que quand tu fais ta stratégie de rémunération, bah, c'est de bien intégrer ton IR parce que ça peut vite t'obliger à devoir exploser les plafonds. Et le problème de l'IR, c'est que c'est les tranches. Et donc en fait, dès que tu vas péter une tranche, donc souvent c'est celle à 30%, et ben du coup ça veut dire que tout ce que tu vas rajouter au-dessus, par exemple si tu as des revenus fonciers, et ben ça va rentrer dans la tranche à 30. Et là du coup 30%, ça pique, sachant qu'avant ça, tu as payé entre 25 et 45% de cotisation sociale. Donc forcément ça commence à bien piquer. Donc voilà, bien penser à la stratégie de rémunération, bien penser aux différentes options. Ne vous fermez pas de porte. Souvent on a cette vision de l'entreprise, la société, c'est complexe, ça demande beaucoup de gestion, il y a plein de trucs à payer, etc. Franchement pas forcément. Déjà si vous êtes bien accompagné avec des boîtes comme Freelancer, on peut le faire. Il y en a d'autres qui font ça aussi, mais en tout cas, si vous êtes bien accompagné, vous verrez que la charge de travail n'est pas forcément supérieure à une charge de travail d'une micro-entreprise. Moi, je vois aujourd'hui les gens qu'on accompagne chez Freelancer en termes de volume de gestion, bah, c'est pas plus que ce qu'ils font quand ils sont en micro, parce que l'intérêt d'une solution comme la nôtre, c'est qu'on gère toute la structure, tout le reste. Donc ça, c'est bénéf. Et puis surtout, par rapport au choix, vous fermez pas de porte parce que déjà, c'est pas plus compliqué forcément d'avoir une société que d'avoir une micro. Et puis surtout, ça vous ouvre des possibilités au niveau optimisation et au niveau business qui sont beaucoup plus importantes et qui potentiellement vous permettront aussi d'amortir entre guillemets beaucoup plus les coûts de votre activité, les coûts de votre structure, les coûts fiscaux et autres, parce que en société forcément il y a beaucoup plus de possibilités. Un exemple classique qui permet de leverage une société, ça va être les frais, sachant qu'on peut créer des frais, en tout cas créer de la charge. Et puis il y a aussi le fait de par exemple pouvoir faire de la sous-traitance ou des choses comme ça qui peuvent permettre d'aller upgrade une activité en société. Je vois le chrono qui tourne, j'ai encore un petit peu de route, mais c'est pas grave, on a fait le tour je pense en tout cas de ce sujet, de se lancer. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on vous répondra. On a toujours des réponses assez rapides et efficaces sur les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Les amis, bientôt sur la chaîne pour d'autres formats et pour un autre épisode de ce format Road to Free. Ciao, bye bye.